Nous attaquons à présent le chapitre 8, les bascules. Alors il fait suite assez directement au chapitre précédent sur les bistables. Les bascules sont des dispositifs qui sont directement fabriqués à partir de bistables, avec le lien suivant. En fait, le bistable, on l'a vu, est un dispositif qu'on a étudié de façon exhaustive, mais il est, à cause de son mode interdit, en fait, il est pas utilisable tel quel. Donc, il faut perfectionner un petit peu le bistable pour obtenir ce qu'on appelle des bascules. Et on va regarder essentiellement les plus importantes, celles qui sont, en fait, qui fonctionnent sur des fronts d'horloge. Alors, il faut bien comprendre que, en fait, euh, ce chapitre-ci, en tout cas cette vidéo-là, plutôt cette vidéo-là, ne consiste pas à montrer comment on passe du bistable à la bascule. Ça sera fait dans une autre vidéo sous forme de simulation Proteus-ISIS, et en particulier sur la même chaîne YouTube, ou en tout cas sur le même média, vous avez une vidéo qui montre une implémentation d'une bascule D à partir de deux bistables RS. Voilà. Mais ici, on va plutôt faire une explication un peu qualitative de ce que c'est qu'une bascule. On va admettre que c'est fabriqué à partir de bistables, mais on ne saura pas dans cette vidéo ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte-là. On va plutôt décrire les composants sur un plan fonctionnel. Alors, on commence par la bascule D, D comme data. Vous avez donc ici deux entrées D comme data et une entrée dite d'horloge, clock. Et vous constatez là le triangle au niveau de l'entrée qui est donc le symbole d'un signal d'horloge. Et puis deux sorties Q et Q bar qui sont complémentaires l'une de l'autre, comme sur les bistables. Alors, on va simplement se contenter de donner la table de vérité et le fonctionnement. Alors, l'idée ici, c'est que la bascule, la sortie Q et Q bar, les sorties n'évoluent que au synchronisme d'un événement sur l'horloge qui est un front dit actif. Alors ça peut être le front montant quand on passe de 0 à 1 ou le front descendant quand on passe de 1 à 0. Ici, le fait que sur cette bascule-ci, il n'y ait pas de petit cercle juste avant le triangle à l'entrée d'horloge signifie qu'il s'agit d'un front montant. Mais on trouverait aussi des bascules D qui sont actives sur le front descendant. C'est une question de référence. Donc, quelle que soit l'entrée D, tant qu'il n'y a pas de front, tant qu'il n'y a pas de front actif, Q reste à Q0, et Q0 bar, et Q0 reste à Q0 bar. C'est le mode maintien. Mode maintien lié au fait que, encore une fois, il n'y a pas de front actif qui parvient sur l'entrée d'horloge. Et puis, les deux autres lignes, on peut les synthétiser comme suit. Au moment ou à l'instant précis où arrive le front actif d'horloge, en l'occurrence ici un front montant, la sortie Q se verrouille sur la valeur de l'entrée D. C'est pour ça que quelquefois on parle aussi de bascule latch, parce que latch en anglais ça veut dire verrou. Donc la sortie se verrouille sur l'entrée D, mais uniquement aux instants précis des fronts actifs. Donc typiquement, c'est une cellule mémoire, puisque vous transférez le contenu d'un signal D, vous le mémorisez sur la sortie Q au moment du front actif. Alors quelquefois, bon, on ne va pas le décrire ici, on le verra sur les datasheets un peu plus tard, vous avez aussi deux entrées supplémentaires, typiquement R bar et S bar. Ça peut être R et S, ça dépend du type de logique dans lequel on travaille. Ce sont des entrées asynchrones qui sont prioritaires sur le mode synchrone. C'est-à-dire que si vous activez, par exemple, S bar en mettant S bar à 0, vous faites un set de la sortie, vous mettez la sortie Q à 1, et ça, indépendamment qu'il y ait ou pas un signal d'horloge actif, un front actif d'horloge. Alors, mais ça, c'est pas systématique. On verra tout à l'heure, donc, dans une autre vidéo, une référence dans la famille 74, d'une bascule D qui est effectivement munie de ces entrées asynchrones qui sont souvent utilisées pour pré-régler la sortie avant même qu'il y ait le moindre front d'horloge. Alors, on va regarder une application qui est
importante, c'est parce que fonctionnellement, ça va être très utile dans beaucoup de synthèses logiques, c'est le registre à décalage. Donc, typiquement, c'est une structure qui est obtenue par la cascade, la mise en cascade de n bascules, toutes identiques. Donc, D0 à l'extrême gauche avec Q0 en sortie. Q0 est branché sur D1 et Q1 en sortie, et ainsi de suite. C'est-à-dire que chaque sortie de chaque bascule est branchée sur l'entrée data de la suivante. Et en revanche, toutes les horloges sont communes. Toutes les horloges sont communes. On parle de système synchrone, parce que toutes les bascules vont commuter en même temps sur le même signal d'horloge, ici un front montant, avec cette référence de bascule ci. Alors, comment ça fonctionne? C'est extrêmement très simple à comprendre. Mais quand au premier coup d'horloge, D0 est transféré dans Q0, mettons que c'est un 1 qui rentre, donc ce 1 va être transféré en Q0 au premier front actif d'horloge. Au deuxième front actif, Q0 est transféré dans Q1. Au troisième front, Q1 est transféré dans Q2, et ainsi de suite. Et en fait, au niveau de chaque cellule, l'entrée D est transférée dans Q, à droite. Donc, le mot de n bits se trouve décalé de un coup à droite à chaque front d'horloge. Donc imaginez, vous avez 8 bits sur Q0, Q1 jusqu'à Qn. Ces 8 bits vont être décalés à chaque front d'horloge d'un rang vers la droite. Et puis, évidemment, on pourrait décaler vers la gauche si on inverse le sens de connexion des bascules. En fait, si on met le schéma en fait, à l'envers. Donc ça, vous pouvez d'ores et déjà un peu imaginer combien ça va être précieux. Pour ceux qui ont une pensée un peu intuitive ou peut-être déjà des connaissances préalables, vous imaginez que ça va être utile quand on fait de la transmission, quand on fait de la communication avec une conversion parallèle vers série. Ensuite, le deuxième type de bascule synchrone qu'on va regarder, et le dernier d'ailleurs, on n'en verra pas d'autres, c'est les deux plus importantes, la D et la JK sont les deux types de bascules les plus importantes, parce qu'elles sont universelles, c'est la bascule JK. Alors la bascule JK, elle a 3 entrées, aussi une entrée d'horloge, et là pour le coup, pour changer, on va mettre un front actif qui va être le front descendant, d'où le petit cercle qui symbolise le fait que le front actif est le front descendant. J et K, les deux entrées synchrones de la bascule, et deux sorties toujours complémentaires, Q et Q bar. Et pareil, vous trouverez sur Internet ou dans des cours, dans des bouquins exhaustifs, vous trouverez des implémentations, il peut y en avoir de nombreuses, de telles bascules avec des bistables. Ce n'est pas le propos ici. On se contente de regarder le fonctionnement, on va dire, le comportement de la bascule. Donc, c'est-à-dire en fait sa table de vérité. Alors, ici, vous voyez qu'il y a deux entrées JK, donc il faudra considérer les 4 combinaisons sur J et K. Un mode, on va dire, sans front actif, pas de front actif, auquel cas, quel que soit J et K, les sorties restent dans leur état antérieur, c'est le mode maintien. C'est un maintien qu'on peut dire asynchrone, parce qu'il se fait en dehors des fronts actifs de l'horloge. Ça, c'est la premier cas de figure. Ensuite, vous avez les 4 combinaisons pour J et K, de 0,0 jusqu'à 1,1. Et maintenant, on met en évidence ce qui se passe sur les fronts actifs, qui, ici, répétons-le, sont des fronts descendants. Alors, quand J et K sont tous les deux à 0, et sur front actif d'horloge, on est quand même encore en maintien. C'est un maintien, mais qui est un maintien synchrone, puisqu'il est obtenu, enfin, en tout cas, c'est un maintien qui arrive sur front actif d'horloge. Il y a un maintien en mode synchrone. Ensuite, dans le mode, quand J et K valent 0, 1, Q est à 0 et Q bar à 1, c'est le mode mise à 0, reset. C'est un mode reset. Évidemment synchrone, puisque ça se fait sur front actif. Quand J vaut 1 et K 0, c'est le mode set, Q passe à 1, c'est une mise à 1. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est quand J et K sont tous les deux à 1, on a Q
qui devient égal à Q0 bar, et Q bar qui devient égal à Q0. Ce qu'on appelle le mode toggle, c'est-à-dire que ça commute. Si Q0 était à 0, il passe à 1, et si Q0 était à 1, il passe à 0. Donc, ça veut dire qu'à chaque coup, à chaque front actif d'horloge, la sortie commute, passe de 0 à 1 ou de 1 à 0. Et bien sûr, comme c'était le cas tout à l'heure, sur les références, souvent dans les références des familles historiques, 74 notamment, la bascule dispose aussi d'entrées asynchrones, qu'on peut aussi appeler reset et set, ou reset et preset, qui sont donc des entrées asynchrones qui permettent de mettre à 0 ou à 1, mais indépendamment de l'arrivée d'un front actif d'horloge. Et on va voir des applications de ces modes asynchrones dans le chapitre suivant sur les compteurs et registres. Alors, on va maintenant tout de suite regarder une application de la bascule JK au compteur dit asynchrone. C'est des structures qu'on reverra dans le chapitre suivant, chapitre 9 sur les compteurs et les registres. Alors ici, on va toujours cascader N bascule JK. Et la structure est très simple, vous allez voir, vous allez comprendre. En fait, on va mettre toutes les entrées J et K de toutes les bascules à 1, c'est-à-dire que toutes les bascules, voilà, vous voyez ici, je connecte tout au niveau logique O à 1. Ça veut dire que toutes les N bascules sont en mode toggle, comme commutation. C'est-à-dire qu'à chaque coup actif d'horloge, à chaque front actif d'horloge, la sortie va commuter. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc la toute première bascule à gauche reçoit le signal d'horloge, on va dire, externe, et en revanche, la structure de cascade est telle que chaque sortie Q d'une bascule est connectée à l'entrée d'horloge de la bascule suivante à droite. Ça, c'est la structure dite asynchrone. Pourquoi asynchrone? Parce que maintenant, les bascules ne sont pas toutes en commutation sur le même signal clock externe, mais chaque entrée d'horloge est connectée au Q de la bascule précédente. On verra dans les simulations notamment tout ce que ça implique là sur cette structure dite asynchrone. Pour l'instant, on va se contenter, on ne va pas regarder tellement les détails du fonctionnement dynamique, on va juste regarder un peu la succession des états qu'on a sur les sorties Q0, Q1, Q2, etc. Donc on va tracer en fait ce qu'on appelle un chronogramme, c'est-à-dire c'est une figure sur laquelle on montre l'évolution temporelle des signaux, sans forcément beaucoup de détails, sur notamment la problématique des temps de propagation à l'échelle du nanoseconde. Ici, tout en haut, je mets en noir le signal d'horloge externe. Je suppose que c'est un signal logique, 0,5 volts, donc un signal carré, de fréquence donnée, F0, peu importe, mettons, allez, F0. Et puis, ensuite, on regarde Q0. Alors, Q0 commute, oui, mais seulement sur les fronts actifs. Or, les fronts actifs, c'est les fronts descendants, avec ces références de bascule, puisque les entrées d'horloge sont munies du petit cercle. On va regarder comment commute Q1 et comment commute Q2. On va se contenter de 3 bits, Q0, Q1, Q2. Alors, la technique est simple. Les sorties Q0, Q1, Q2 ne bougent pas en dehors des fronts actifs. Donc, il suffit de repérer les fronts actifs. Ils sont repérés là en rouge sur le signal tout en haut, l'horloge clock. Et là, on va tracer des verticales, vous voyez, pour identifier les fronts actifs d'horloge. Voilà. Et Q0 va commuter, puisque la bascule Q0, la bascule numéro 0, est en mode toggle, comme les autres d'ailleurs. Donc à chaque coup, à chaque front actif, la sortie commute. Q0 ici est à 0, passe à 1. Là, elle est à 1, elle passe à 0. Ici, à 0, passe à 1. Ici, à 1, passe à 0. Et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris le principe. Voilà. Donc vous voyez que la fréquence de Q0 est divisée par 2 par rapport à la fréquence de l'horloge externe. On a F0 sur 2. On appelle d'ailleurs cette structure aussi diviseur de fréquence. Maintenant Q1. Ah ben Q1, l'entrée d'horloge de Q1, c'est pas CK, c'est Q0, par structure même du compteur asynchrone. Donc il faut identifier les fronts actifs d'horloge, les fronts descendants, et là vous avez les commutations sur ces fronts actifs. Et là vous voyez que Q1
et encore divisé par 2 par rapport à Q0, c'est-à-dire il est divisé par 4 par rapport à CK. Et enfin Q2, bah Q2 pareil, il faut identifier, il y a ici, sur cet extrait de chronogramme, il y a un seul front actif. Voilà. Alors maintenant regardons sur les 3 bits Q0, Q1, Q2, les états logiques. Les états logiques. Donc ici, on a 0, 0, 0. Là, 0, 0, 1. 0, 1, 0. 0, 1, 1. 1, 0, 0. 1, 0, 1. 1, 1, 0. 1, 1, 1. C'est-à-dire que sur le mot 3 bits Q2, Q1, Q0 où Q2 est le point fort, eh bien, en fait, les états logiques sont dans l'ordre binaire naturel, c'est-à-dire qu'on a réalisé, en fait, un compteur.